propose de commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de l'ADCF en partenariat avec l'ADGCF, le deuxième webinaire que nous consacrons au niveau national au contrat de relance et de transition écologique. Aujourd'hui, on va faire un point d'étape sur l'avancée de ces contrats. Nous tiendrons séance de 9 h jusqu'à 11 h. Avant tout, je voudrais vous rappeler, comme à mon habitude, quelques règles techniques. L'idée, c'est que vous êtes aujourd'hui à peu près 200 inscrits, donc effectivement, ça fait du monde, mais pour autant, on souhaite échanger avec autant que possible d'entre vous. Et pour ça, vous avez 3 options en bas de votre écran. La première, c'est converser. Il s'agit du chat. Vous le savez, ce n'est pas toujours facile à modérer le chat et nous ne gardons pas la trace de vos questions. On vous propose là donc de discuter librement et de vous mettre des liens à travers le chat. Pour autant, on vous propose de ne pas poser vos questions aux intervenants dans cette petite bulle ici. En revanche, pour poser vos questions, vous pouvez encore lever la main. C'est toujours le plus simple que d'avoir des mains levées. Nous vous ouvrons les micros et vous pouvez poser votre question à l'oral. On aura presque l'impression d'être dans une salle en présentiel. Enfin, j'attire votre attention sur l'outil questions-réponses ici. Vous pouvez formuler ici des questions aux intervenants, dont nous gardons la trace en plus. Et puis, vous pouvez également voter pour certaines des questions qui arrivent du coup plus haut dans le tableau et nous pourrons poser ces questions à l'oral plus rapidement. Voilà, je vous rappelle enfin que ce webinaire est enregistré. Le replay sera disponible sur le site de la DCF d'ici 2 jours à peu près. Et puis que vous recevrez le support qui sera diffusé lors de cette séance dans le chat au cours de la séance. Voilà, sans plus attendre, je vais laisser l'ouverture de ce webinaire à Monsieur Régis Banquet, président de Carcassonne Agglo et vice-président de la DCF, et Monsieur Philippe Lemaire, DGS de la CC Vallée de l'Hérault et vice-président de la DGCF en charge de l'action régionale. Monsieur Banquet. Merci Cécile. Donc, je vais essayer d'être bref pour laisser un maximum de temps aux personnes qui sont présentes dans ce webinaire. Je vois qu'on est plus d'une centaine et ça continue d'augmenter. Donc, je commencerai cette introduction par une petite anecdote. L'anecdote, c'est il y a quelques années, lorsque nous avions fait, je dirais, un petit séminaire sur le projet de territoire de Carcassonne Agglo. Il y avait un préfet qui était venu et qui nous avait dit aujourd'hui, la France, que ce soit au niveau national ou sur les territoires, elle est suradministrée et elle est sous-gouvernée. Mais je vois que sur ce territoire, les élus se sont pris en main et avec le projet de territoire vont pouvoir porter des actions, porter des projets. Et c'est eux qui seront à la manœuvre pour porter tout ça. Eh bien, je ne sais pas si cette parole était prémonitoire, mais aujourd'hui, le tout est, c'est que l'État a enfin entendu, je dirais, bien, une ancienne et constante revendication de la DCF, c'est de travailler sur un contrat global sur les territoires. Ce contrat, bien, il permet aujourd'hui, ce CRTE, d'avoir bien une visibilité, d'avoir une nouvelle relation avec l'État, d'avoir, je dirais, la capacité de travailler à une co-construction sur les territoires sans être, je dirais, sous le joug parfois de l'État et des appels à projets incessants qui sont lancés. Et cette démarche CRTE, eh bien, au niveau de la DCF, nous l'avons accueillie avec, je dirais, beaucoup d'enthousiasme, mais beaucoup d'ambition, mais aussi une grande vigilance parce que, bien évidemment, le CRTE et, je dirais, la mise en place de ce contrat intégré sur les territoires ne se fera pas sans difficulté. Ne se fera pas sans difficulté parce que c'est toujours pareil, je dirais, les gens ont des habitudes, les gens ont des façons de travailler, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités. Et aujourd'hui, ce CRTE a placé, je dirais, tous ces fonctionnaires, je dirais, au sens large, dans une situation d'inconfort puisqu'on découvre une nouvelle façon de travailler. Et donc, il faut changer de paradigme. Ce n'est plus bien des réponses ou de la chasse à la subvention, ou de la chasse à l'appel à projet, côté collectivité. Ce n'est plus je dirais, des arbitrages je dirais, descendants de la part de l'État, c'est une co-construction, de façon à ce que sur chaque territoire, nous ayons une visibilité, nous ayons
un travail commun qui sera complexe, mais qui sera une garantie de réussite dans, je dirais, le développement de chaque territoire, puisque chaque territoire, bien entendu, a sa singularité, a ses spécificités. Et je dirais, de Paris, penser des appels à projets pour l'ensemble des territoires. Et aujourd'hui, ce n'est plus, je dirais, ce qui correspond aux aspirations à la fois de nos populations et à la fois des élus qui sont aujourd'hui en responsabilité. Donc, ces CRTE, eh bien, c'est une chance pour nous. Je dirais que nous allons dans la bonne direction avec l'État. Et je dirais que c'est une véritable chance pour les territoires aujourd'hui. Ils viennent de travailler sur une méthode qui sera plutôt ascendante que descendante. Et sur ces sujets-là, sur tous ces sujets de projets, de développement des territoires, eh bien, nous avons une carte à jouer pour que, bien, avec l'État, nous ayons, je dirais, cette force qui nous permettra de faire en sorte que sur chaque territoire, il y ait des projets qui correspondent aux aspirations des populations et qui correspondent aux ambitions des élus qui sont sur ces territoires. Donc aujourd'hui, eh bien, il est nécessaire, bien sûr, d'arrêter, même s'il y en a encore, je dirais, cette vague d'appels à projets qui, toute l'année, arrive sur les bureaux de nos DGS et de nos services. Je crois qu'il faut avoir une grande ouverture d'esprit à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités, pour que de cette complexité du CRTE, nous en fassions une chance et, je dirais, une opportunité pour que nos territoires puissent se développer et enfin calquer, je dirais, les projets de développement par rapport aux projets de territoire qui sont travaillés, imaginés et conçus par les élus qui sont sur les territoires. On nous donne la main, il faut travailler main dans la main avec l'État. Je crois que c'est un challenge intéressant, c'est un challenge important qui, j'espère, tout au long du mandat, va s'enrichir, va se travailler. Bien sûr, peut-être qu'au début, tout ne sera pas parfait, mais je pense que dans 6 ans, nous arriverons à avoir, je dirais, franchi les divers obstacles que je décrivais tout à l'heure, et surtout les réticences, et faire en sorte que bien l'ensemble des partenaires, l'ensemble des financeurs, l'État, bien sûr, soit au rendez-vous des projets de territoire et au rendez-vous avec nos collectivités pour construire les territoires de demain et construire chacun à sa mesure nos projets et le développement de nos intercommunalités. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Je vais passer la parole à Philippe Lemaire aujourd'hui, qui est le DGS de Sicoval, qui n'est pas, je ne pense pas qu'il soit parti dans l'Hérault. Toutes mes excuses. C'est pas grave. Donc, je lui passe la parole et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Président. Donc, effectivement, Philippe Lemaire, donc, je suis directeur général des services de la communauté d'agglomération du Sicoval au sud-est de Toulouse, en Haute-Garonne. Et je suis aussi vice-président de la DGCF en charge de l'animation des régions. Et à ce titre, donc, je voulais souligner notre partenariat très fort avec la DCF sur justement la vie en région, et particulièrement sur ce sujet des CRTE, qui nous a pas mal occupé ces dernières semaines avec un cycle de webinaires dans l'ensemble des régions. Nous avons, à travers ce cycle de webinaires, réussi à mobiliser plus de 350 cadres territoriaux autour de ce sujet. Et du coup, nous avons aujourd'hui, je pense, une assez bonne vision de ce qui se passe sur le terrain et des remontées et de l'état d'avancement et en même temps des questions qui continuent à se poser. Donc, je suis très heureux qu'aujourd'hui, on puisse en discuter tous ensemble et faire remonter également à Monsieur le Préfet qui est avec nous ce matin les différents questionnements qui demeurent et qui, du coup, peut-être mériteront des précisions. Mais j'interviendrai tout à l'heure pour pouvoir le faire. Voilà. Merci Philippe. Bonjour à toutes et tous. Je suis Romain Briot de
de l'équipe ADCF. Avant d'entrer dans le cœur de nos échanges, je poursuis un peu la présentation de nos intervenants ce matin qui vont nous aider justement à introduire le débat et à faire ensemble ce point d'étape sur les contrats de relance et de transition écologique. Renaud Averly, bonjour. Vous êtes le président de la communauté de communes du Pays Rotellois dans les Ardennes. Marc Bourris, bonjour. Vous êtes le directeur général de la communauté de communes Cœur Côte-Fleurie dans le Calvados. Et enfin, Jérôme Cuton, vous êtes préfet et vous êtes en charge du suivi au niveau national des contrats de relance et de transition écologique. Avant de vous laisser la parole, avant aussi de vous laisser la parole à toutes et tous participants, nous voulions faire un petit bilan d'étape et partager nos constatations que nous faisons au niveau national. Floriane, je te laisse la parole. Bon, bonjour à tous. Donc effectivement, il nous semblait intéressant de pouvoir partager avec vous nos premières réflexions. Alors, excusez-moi, je n'arrive pas à mettre le PowerPoint. Je ne sais pas si Romain... Moi, il n'apparaît pas quand je fais partager. Oui, c'est bon, Florian, il arrive. Ah. Alors, attends. Je vous laisse faire alors parce que moi, ça ne fonctionne pas. Ok, alors je vais m'en charger. Merci Cécile. On a déjà fait ça. Je te laisse. Merci me beaucoup. dire quand changer. Donc effectivement, il nous semblait intéressant ce matin de dresser avec vous un premier bilan de la territorialisation du plan de relance et puis de regarder dans un second temps où nous en étions, où nous en sommes dans les territoires sur la contractualisation et la rédaction des contrats de relance et de transition écologique. Alors, sur la territorialisation du plan de relance, des premiers chiffres ont été publiés il y a 2 semaines de cela. Sur les 100 milliards de France Relance, un tiers a d'ores et déjà été engagé et 5 milliards a directement concerné les collectivités territoriales. Vous le voyez sur cette carte, nous sommes à des niveaux d'engagement assez variables d'une région à l'autre. Si vous prenez toute la partie sud-est de la France, notamment PACA en euros par habitant, c'est la région qui bénéficie le plus aujourd'hui de la territorialisation du plan de relance côté collectivité locale. On est à des niveaux beaucoup moins importants, je pense notamment à la région Centre-Val de Loire, par exemple, où là, les montants sont beaucoup moins importants. Cécile, est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Alors, ces 5 milliards attribués aux collectivités territoriales, comment est-ce qu'ils se décomposent? D'abord, nous avons pour la moitié de ces 5 milliards des dotations pour l'investissement des collectivités. Donc, c'est le milliard de décile exceptionnel qui avait été voté l'année dernière et puis le milliard pour la rénovation énergétique. Donc, on est toujours sur de la décile, donc à la main des préfets. Vous avez sur cette carte les projets qui ont été financés au titre de la décile exceptionnelle en 2020 pour les intercommunalités. D'accord. Donc, on voit que les situations sont assez... la situation est assez hétérogène d'une région à l'autre. On a des régions qui sont assez peu, finalement, bénéficiaires du côté intercommunalité. Quand on regarde ce qu'ont touché les communes au titre de cette décile exceptionnelle, là, la carte est beaucoup plus équilibrée. Mais pour les intercommunalités, on observe quand même certains décalages. Je pense à la Normandie, par exemple, ou Bourgogne-Franche-Comté, où on est à des niveaux beaucoup moins importants qu'en Bretagne, par exemple, ou PACA. Donc, au total, pour cet investissement des collectivités, 9000 projets locaux ont été soutenus, avec un effet levier, selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, de 3. Donc, avec 2 milliards de soutien à l'investissement des collectivités, eh bien, nous aurions 6 milliards de commandes publiques de déployer grâce à cette territorialisation du plan de relance. Autre point important, un quart des fonds ont été alloués aux zones de revitalisation rurale ou à des territoires qui sont dans ce zonage-là.
Les chiffres sont également importants en ce qui concerne les quartiers prioritaires politiques de la ville. Les QPV sont également des bénéficiaires importants de cette première phase de la territorialisation du plan de relance. On peut passer à la... Merci. Donc, un premier volet, donc la moitié, qui concerne l'investissement des collectivités locales. On a également un volet important qui touche la compensation des pertes de recettes des collectivités. Alors là, il faut faire attention parce que on est sur des montants plus ou moins stables et surtout, il y a une part d'avance remboursable qui est extrêmement importante. D'accord, je pense notamment à la compensation du versement transport pour les AOM. Le versement mobilité a été compensé dans certains cas, je pense notamment à l'Île-de-France, mais la plupart du temps, on est sur des avances remboursables. Pour les DMTO, pour les départements, c'est pareil, on est sur des montants qui sont quand même importants, mais on est sur de l'avance remboursable et surtout, ils ont été beaucoup moins importants, on va y revenir, que ce qui était envisagé au départ. Voilà, et puis un petit zoom sur la baisse de CFE. 100 000 entreprises en ont bénéficié et 430 intercommunalités ont choisi d'utiliser ce levier cofinancé par l'État. Slide suivante. Donc, un soutien à l'investissement des collectivités qui est en train de se déployer progressivement, la compensation des recettes. Et puis, on commence à voir se déployer les appels à projets qui commencent certains lauréats commencent à être désignés. Je pense notamment aux écosystèmes territoriaux hydrogène de l'ADEME, par exemple, au PAT. Le fonds Friche également commence à se déployer dans les territoires. On se rend compte de deux choses. D'abord, lorsque ce sont des appels à projets nationaux, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus compliqué que lorsque les appels à projets ont été régionalisés et qu'on est presque sur de l'appel à manifestation d'intérêt. On a certains appels à projets qui ont été quand même pensés de manière à avoir une co-construction entre le financeur et la collectivité candidate. Et là-dessus, on a des retours extrêmement positifs sur d'autres appels à projets. C'est quand même beaucoup plus compliqué avec des délais de réponse extrêmement contraints, etc. Mais ça, vous le savez aussi bien que moi. On a aujourd'hui des réflexions en cours sur un redéploiement des fonds au sein de France Relance. Je le disais, par exemple, les DMTO, bien finalement, seront compensés à un niveau beaucoup moins important que ce qui a été ambitionné au départ, parce que finalement, il n'y a pas un besoin aussi important, ce qui devrait permettre de renflouer certains appels à projets. Je pense notamment au fonds Friche. La demande est 6 fois supérieure au fonds qui était envisagé au départ. Donc, on a un réabondement qui est programmé. Ce qui nous interroge, c'est que pour l'instant, ce fonds Friche va être renforcé, mais uniquement sur le volet habitat-logement. Sur la partie industrie, pour l'instant, on n'a pas de montant supérieur. Donc, il y a un sujet à ce niveau-là. Et puis d'autres appels à projets qui ne concernent pas directement les collectivités locales, mais plutôt les entreprises directes, comme la digitalisation des PME. Là aussi, on va avoir un renforcement de ce type de dispositif-là. Voilà. Et pour faire la passerelle avec les CRTE, eh bien, on se rend compte que les collectivités se mobilisent également, et les intercommunalités notamment, pour que les entreprises et les associations de leur territoire puissent bénéficier de France Relance. On a un certain nombre de collectivités qui nous contactent régulièrement pour avoir des données sur les appels à projets qui ciblent directement les entreprises et les associations. Et les CRTE devraient nous permettre d'avoir une vision globale de cette territorialisation du plan de relance à l'échelle d'un territoire et pas seulement le volet collectivité territoriale, parce que finalement, ce plan de relance s'adresse en priorité aux entreprises. Romain, je ne sais pas si tu veux faire un point sur les débats européens. Un petit mot sur le contexte européen. Vous le savez, l'Union européenne a réussi à élaborer son propre plan de relance avec des crédits qui seront ensuite délégués à chaque État membre, voire même pour certaines mesures déléguées directement à chacune des régions. Pour la France, cela représente environ 40 milliards d'euros.
Mais le processus est le suivant. Chaque État membre devait remettre à la Commission européenne son plan national de relance et de résilience. C'est chose faite pour la France il y a quelques semaines. Et nous attendons d'ici la fin juin le retour de la Commission européenne, ses recommandations, voire même ses propositions de réorientation du plan de relance français avec, à l'horizon de la fin d'été ou de la rentrée de septembre, le déblocage des crédits européens, donc des 40 milliards d'euros qui seront désormais à la main de l'État, puis en cascade des régions via les programmes opérationnels régionaux ou les contrats de plan État-région. L'échelle nationale est donc évidemment capitale. Voilà pourquoi la DCF, il y a quelques semaines, au mois de mars, a signé un accord de partenariat avec le gouvernement que vous pourrez retrouver, qui a été notamment, qui permettait à la DCF d'ancrer cette idée de nouvelles méthodes de contractualisation et d'aller un petit peu plus loin dans le contenu des politiques publiques partagées entre État et intercommunalité en matière de redynamisation des économies locales, en matière de transition écologique et énergétique et en matière évidemment de cohésion sociale et territoriale. C'était aussi l'idée pour la DCF d'accompagner ou d'aider à l'inspiration des intercommunalités pour entrer et mobiliser les crédits du plan de relance, avec en plus l'affirmation de la méthode de travail nouvelle qui est celle des contrats de relance et de transition écologique. Des contrats de relance, justement, sur la diapo suivante, dont les périmètres sont désormais arrêtés. Ils sont au nombre de 837 à l'échelle nationale, répartis à environ à 80% à l'échelle d'une intercommunalité, à 20% à l'échelle de plusieurs intercommunalités. Le taux varie selon les régions. Certaines régions ont des CRTE à plusieurs intercommunalités. C'est plutôt le cas en Occitanie, en centre Val-de-Loire ou en certaines parties de Nouvelle-Aquitaine. En tout cas, cette phase de périmétrage des CRTE est désormais derrière nous et nous sommes donc aujourd'hui et pour les semaines à venir dans le travail sur le contenu des contrats. Un point important à retenir du premier comité de pilotage national qui s'est réuni il y a quelques semaines, il s'agit du calendrier. La date du 30 juin 2021, telle qu'elle était envisagée dans la circulaire du Premier ministre, n'est plus à considérer comme une échéance couperée, date à laquelle chaque CRTE devait être finalisé et signé. On parle aujourd'hui plutôt d'un travail en 2 phases, avec d'ici l'été, un premier travail autour d'un premier document, un protocole d'engagement ou une convention d'initialisation qui permet de lancer les travaux, de se mettre d'accord sur une méthode, de se mettre d'accord sur des grandes orientations, mais aussi de débloquer des projets, d'identifier des projets susceptibles d'être financés dans le cadre du plan de relance. Et puis, à la rentrée et à l'automne, poursuivre le travail, enrichir le document pour arriver à la signature et à la finalisation du contrat de relance et de transition écologique dans sa première version 2021, puisque M. Banquet, vous l'avez bien dit, ce contrat est vivant, évolutif et pourra s'enrichir année après année. Alors, où en sommes-nous dans les territoires? Alors, en ce moment, dans la plupart des territoires, il y a au moins un travail sur l'état des lieux des contrats existants et des documents stratégiques. On pense au PLU, au SCOT, etc. Donc, un premier état des lieux est fait, voire est déjà fait dans certaines intercommunalités. Et il y a une phase ensuite de partage de ce diagnostic avec les services de l'État. On a également, dans la plupart des territoires, la volonté de faire participer activement les communes à l'élaboration de ces CRTE. Dans les rencontres qu'évoquait Philippe Lemaire tout à l'heure, que la DGCF a organisées en partenariat avec la DCF sur les CRTE, très régulièrement est revenue cette volonté d'associer les communes pour intégrer un maximum de projets municipaux dans les contrats de relance et de transition écologique. Donc, un premier dialogue avec l'État qui est en train de se structurer, qui est plus ou moins avancé selon les territoires, mais qui est la plupart du temps lancé. Romain vient de l'évoquer. Il y a 2 grandes manières de faire, je dirais. Soit le contrat de relance et de transition écologique sera signé dès le 30 juin.
C'est surtout dans des territoires où le projet territoire est déjà bouclé depuis longtemps, qu'il n'y a pas forcément eu d'alternance politique ou un taux de renouvellement assez fort parmi les maires lors des dernières élections de 2020. Et donc, dans ce cas-là, le CRTE peut être raisonnablement signé au 30 juin, avec souvent des clauses de revoyure qui sont d'ores et déjà envisagées à l'automne ou en début d'année 2022. Dans d'autres territoires, parce que le projet de territoire doit être réactualisé, voire adopté, ou bien parce qu'on veut se donner du temps et réfléchir autour de la transition écologique et vraiment mettre l'accent sur cette focale-là, eh bien, les élus décident d'agir en deux temps. Un premier temps au printemps, on va dire, pour la relance, avec un protocole d'engagement et une convention d'initialisation. Et puis un CRTE qui sera signé au début de l'automne, avec bien évidemment des clauses de revoyure qui seront adoptées au fur et à mesure de l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de territoire. En 2021, on voit qu'on s'oriente quand même vers des CRTE chapeaux, d'accord? Donc pas forcément une fusion de tous les contrats, etc., mais plutôt des passerelles qui vont être créées entre les politiques publiques grâce au CRTE. C'est l'occasion de faire parler territoire d'industrie et écologie, par exemple, de faire avancer les projets d'écologie industrielle, etc., etc. Et puis, on a également la volonté dans un certain nombre de territoires, alors maintenant ou dans un deuxième temps à l'automne, d'élargir la discussion avec d'autres partenaires. Donc, ça peut être des agences de l'État, ça peut être le département, la région, une fois que les élections seront passées. Dans certains territoires, c'est déjà le cas. Alors, les négociations ont déjà commencé avec le département ou la région. Mais dans la plupart des cas, on attend les élections de juin prochain. Et puis, la concertation avec les acteurs locaux, avec le monde associatif, les entreprises, etc., la plupart du temps est reportée à la rentrée de septembre, avec la volonté, dans un premier temps, de bien conforter le bloc local dans cette intégration dans les CRTE pour ensuite élargir la discussion. Je vais aller très vite sur cette diapo, puisque les points forts du contrat de relance et de transition écologique, Régis Banquet, vous les avez déjà évoqués en introduction de la séance d'aujourd'hui, et puis les interrogations qui subsistent et qu'on a ici résumées grâce aux webinaires régionaux organisés par la DGCF. Philippe Lemaire, vous allez aussi y revenir un peu plus tard. Donc voilà, je vous propose de passer assez vite sur cette diapo et de faire un point sur la suivante. Mais là, pareil, je pense que Jérôme Buton, vous pourrez aussi peut-être nous clarifier l'ensemble des offres de services en appui en ingénierie qui sont aujourd'hui disponibles. Voilà ce que nous avons recensé du côté de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Cela représente à peu près 400 territoires signataires d'un contrat de relance et de transition écologique qui pourront être accompagnés, soit via directement le marché d'ingénierie dont dispose l'ANCT, c'est-à-dire des bureaux d'études, des bureaux de conseil qui sont bien envoyés en mission à la demande des territoires, et puis 300 contrats de relance qui pourront bénéficier d'une enveloppe de crédit de 20 000 € permettant aussi de faire appel à des cabinets. Le CEREMA, lui aussi, propose une offre d'accompagnement qui équivaut à 20 jours hommes, tandis que l'ADEME poursuit sa démarche d'accompagnement que l'ADEME avait déjà engagée par ailleurs autour de ses contrats d'objectifs territoriaux, et cela représente à peu près une centaine de contrats de relance et de transition écologique qui devraient être suivis et accompagnés pendant une année, puis, selon les cas de figure, 3 années suivantes. Mais ça, je pense que c'est un sujet que nous pourrons aborder à nouveau un peu plus tard. Et puis enfin, quelques ressources complémentaires sur les contrats de relance et de transition écologique, avec une petite vidéo pédagogique sur ce qu'est un CRTE et quelle est l'ambition de cette nouvelle méthode de contractualisation, en complément de l'interview de la ministre Jacqueline Gourault, qui est revenue assez longuement sur la philosophie de ces contrats pour la DCF. Et puis, on a commencé à élaborer une foire aux questions avec la délégation territoire d'industrie, justement sur l'impact des CRTE sur les CTI. On sait qu'il y a également tout un tas de questions qui se posent dans les territoires sur l'impact de ces CRTE, donc qui sont quand même assez englobants, par exemple sur les contrats de transition écologique, etc. Et ça, on va y revenir progressivement au fil des semaines qui vont arriver.
Voilà. Et puis, sur la planche suivante, vous avez d'autres ressources sur la relance. Donc, l'accord de partenariat avec le Premier ministre qu'évoquait Romain à l'instant. Et puis, d'autres éléments, le calendrier des appels à projets concernant les intercos, donc là, qu'on va remettre à jour dans les 15 jours qui viennent. Et puis, d'autres documents, plus de valorisation d'expériences intercommunales en matière de relance. On est en train de réaliser toute une série d'interviews de présidents d'intercommunalités sur des actions diverses et variées liées au plan de relance. Bien, voilà un état de nos réflexions et un état d'avancement de ce que nous observons des contrats de relance et de transition écologique. Je vous propose maintenant d'ouvrir les débats, d'ouvrir les échanges et de permettre à chacun aussi de dire où vous en êtes, quelles sont les initiatives locales qui vous semblent intéressantes et qui font que votre contrat de relance vous paraît très utile, ou alors, à l'inverse, encore les interrogations ou les points de blocage que vous pourriez rencontrer. Et pour cela, Renaud Avelli, peut-être que vous pourriez dire quelques mots justement sur votre situation dans les Ardennes et à l'échelle de votre intercommunalité, le Pays Rothellois. Oui, bonjour à tous. Donc, peut-être une petite présentation du territoire pour bien contextualiser les choses, effectivement. Donc, je suis président de la communauté de communes du Pays Rothellois, une interco de 30 000 habitants dans les Ardennes, à égale distance de Charleville-Mézières au nord et Reims au sud. Interco de 65 communes, donc assez large, avec une grosse intégration fiscale, puisqu'on tourne à 65% au niveau du CIF, avec des grosses compétences comme le scolaire, le périscolaire, l'eau potable, donc quelque chose d'assez large. Et sur ces 65 communes, plutôt une commune centre avec 10 000 habitants et des communes beaucoup plus rurales autour de cette ville-centre qui tournent entre 100 et 200 pour 55 d'entre elles, et puis quelques bourgs-centres autour de 1000 habitants. Donc, voilà un petit peu la constitution de notre territoire. Sur les Ardennes, nous sommes constitués, alors ça fait un peu ambitieux, mais dans les Ardennes, on aime bien le chiffre 8, et nous sommes 8 intercos dans les Ardennes. C'est assez amusant comme coïncidence. Nous avons Ardennes Métropole, qui est notre communauté d'agglomération centrale, et ensuite, sur le reste du département, 7 intercos. Et on a pris l'habitude de se réunir au sein de ces G8, on les appelait des G8, tous les premiers lundis de chaque mois pour coordonner un peu nos actions, aborder tous les sujets qui concernent les intercos, et puis faire un petit point entre nous, un petit point d'étape. C'est toujours très intéressant de se regrouper de cette manière, de pouvoir échanger. Alors, au sein de ce G8, évidemment, nous avons abordé les CRTE, nos fameux contrats de relance et de transition écologique. Et en ayant participé au groupe de travail depuis quelques années sur ce qu'on appelait, sur ce que la DCF souhaitait sur les contrats globaux, les contrats uniques, j'ai pu en rappeler le sens auprès de mes différents partenaires, ainsi que Boris Ravignon, le maire de Charleville, qui est évidemment au conseil d'administration de la DCF également. Et ça a permis de vraiment refaire un petit point sur ce qu'était et sur le sens de ces contrats. Depuis 2 ou 3 ans, nous portions vraiment ce contrat global comme un porte-étendard, parce qu'on pensait que c'était vraiment la bonne solution pour éviter d'avoir ces multitudes d'appels à projets qui nous épuisent dans tous les sens, et essayer d'avoir un contrat global, ne pas avoir un contrat avec le département. Dans les Ardennes, c'est un contrat de territoire, d'avoir un contrat avec la région, d'avoir un contrat avec la CAF, un contrat avec tous les partenaires qu'on peut avoir autour. Et c'est vrai que c'était très important de porter ce débat-là. Alors, ce contrat global s'est un petit peu transformé avec la crise sanitaire, avec le plan de relance, et au bout du compte, ce qui était validé, c'est ce contrat de relance et de transition écologique. On en est arrivé à cette étape-là. Alors, ce contrat de relance et de transition écologique, il a été très bien formalisé, je trouve, dans l'accord partenarial que notre président Sébastien Martin a signé avec Jean Castex, avec le gouvernement en mars, et j'invite tout le monde à se référer à ce document parce que ça donne vraiment le sens du CRTE, je trouve. Et c'est sur ce document, quand G8 dans les Ardennes, on a travaillé, et c'est une partie de ce document que j'ai proposé de mettre en préambule et en chapeau dans l'ensemble des contrats de territoire pour bien expliquer que ce n'est pas une démarche descendante, une démarche qui vient quelque part des services de l'État et qui doit être totalement normalisée, mais que c'est vraiment une démarche qui vient du territoire et dont le fondement, dont le cœur est le projet de territoire de chaque intercommunalité. Je pense que c'est très important de le rappeler en début de chaque contrat. Je vois que vous êtes réactifs sur les liens que vous envoyez sur le chat. Il y a effectivement l'accord partenarial qui vient d'apparaître.
Donc voilà, c'est très important de rentrer dans cette phase un peu de simplification. Alors après, par quel bout prendre un petit peu le dispositif, c'est pas évident. Et ce que j'ai proposé avec le sous-préfet de mon arrondissement, c'est sur un premier comité de pilotage qui a eu lieu en mars, de faire une co-invitation, sous-préfet et puis président de l'Interco, où on a invité les principaux membres qui me paraissaient les plus importants. Alors évidemment, région et département. C'est avec eux qu'on va totalement contractualiser cette démarche. Donc, 4 gros signataires, on va dire, sur le CRTE. Et je ne voulais pas m'arrêter là parce qu'en ayant un certain nombre de compétences, on a beaucoup de contrats avec beaucoup d'entités. Je vais citer l'éducation nationale, évidemment. Je vais citer la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Je vais citer la DRAC. Enfin, on a énormément de partenaires sur lesquels on a voulu échanger, avec lesquels on a voulu échanger sur ce premier comité de pilotage qui a eu lieu le 30 mars. C'était très riche parce que ça a permis vraiment de rappeler que le fondement est le projet de territoire. Pourquoi le projet de territoire? Quand on est élu en début de territoire, on se regroupe. C'est ce qu'on a fait en tout cas sur notre communauté de communes. On a fait travailler nos commissions, notre société civile et en décembre, on a validé notre projet de territoire. Donc, on a déjà quelque part un diagnostic sur lequel s'appuyer, un diagnostic sur lequel on peut mettre en place toutes les actions qui vont être déclinées au niveau du CRTE. Voilà un petit peu la manière dont on s'y est pris. Alors, où on en est aujourd'hui, on poursuit les échanges avec l'ensemble des partenaires. La région Grand Est s'est vraiment emparée du sujet également, puisqu'elle a souhaité faire partie de toutes les lettres d'engagement avec l'ensemble des intercommunalités sur l'ensemble de la région Grand Est. Donc, une démarche très volontaire de sa part. Le département s'est associé également, comme je l'ai dit, sur l'ensemble des 8 intercos. Donc, on aura une lettre d'engagement courant juin, qui reprendra au moins ces 4 partenaires dans un premier temps. Et ensuite, sur le terrain, une réunion de tous mes vice-présidents qui ont porté le projet de territoire avec mes équipes. Et chaque chef de service échange également avec les différents organismes thématiques, CAF Éducation nationale pour le service enfants-jeunesse, par exemple, hein, c'est qu'un exemple. Et on est en train de décliner nos grands objectifs. On a un prochain comité de pilotage début juin et un comité de pilotage final le 30 juin, où vraiment le corps du CRTE sera composé. Alors évidemment, hein, comme nous l'avons rappelé, c'est quelque chose de très évolutif comme contrat, mais c'est quand même très intéressant d'être le plus exhaustif possible au démarrage dans la démarche et d'avoir tous les grands objectifs et déjà des fiches actions au niveau de ce qu'on a pu contractualiser. Donc, on est déjà allé assez loin, effectivement, dans cette démarche. Alors, on a bien rappelé à tout le monde que c'était évolutif. Évidemment, tous les appels à projets, les appels à manifestation, tout ce qui tombera derrière, il y aura toujours ce contrat unique, quelque part, qui sera un document, je pense, de référence pour les territoires. Et à chaque fois qu'on aura de nouveaux projets ou des choses à financer, on fera référence, je pense, à ce contrat global. Et c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a souhaité le construire avec tous les partenaires. Voilà pour faire un petit point d'étape d'où nous en étions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense qu'on pourra revenir dans le détail, dans le contenu de vos grandes orientations et des échanges avec les grands partenaires, grands financeurs. Régis Banquet, vous êtes intervenu tout à l'heure au titre de la DCF à l'échelle de Carcassonne Agglomération, sachant que vous, à la différence de M. Averly, votre contrat de relance et de transition écologique est à l'échelle de 2 intercommunalités, la vôtre et une communauté de communes à proximité de la vôtre. Il y a aussi eu une dynamique collective au sein du département de l'Aude entre les présidents des intercommunalités et aussi une dynamique à l'intérieur de Carcassonne Agglomération en direction des élus municipaux et des maires de votre intercommunalité. C'est ça, oui. Disons que ça s'est passé, il y a eu plusieurs temps de réflexion et d'organisation sur notre territoire. Il y avait un couple historique. Le couple historique, c'était département commune qui pilotait quelque part l'ensemble des projets sur les territoires. Depuis quelques années, on voit qu'un deuxième couple, je dirais, commence à prendre la place, c'est le couple intercommunalité-région. Et par rapport à ça, dès les élections municipales et intercommunales, j'ai souhaité réunir tous les présidents de PCI du département et créer une conférence des présidents de PCI de façon à ce que cette force politique de l'intercommunalité soit une réelle force politique de proposition et de travail sur le département pour éviter, je dirais, que
certaines intercommunalités qui étaient tentées d'aller travailler avec des départements voisins ou des intercommunalités de départements voisins, etc., puissent se regrouper au niveau de notre département et travailler ensemble. Donc, le premier sujet a été de regrouper, je dirais, ces présidents de PCI et de créer cette force-là au niveau départemental. Ça s'est fait naturellement et j'ai été suivi vraiment avec beaucoup d'enthousiasme par l'ensemble des présidents d'intercommunalité du département. Cette force politique nous a permis, dès que le CRTE est arrivé je dirais sur la table des discussions avec l'État, eh bien d'avoir, je dirais, une réelle force de proposition par rapport à l'État. Nous avons eu également, il faut le reconnaître, une écoute remarquable du sous-préfet qui était le préfet à la relance, qui nous a vraiment écoutés, qui a souhaité travailler avec nous à cette co-construction, je dirais, des CRTE sur le département et qui a vraiment écouté, je dirais, les présidents d'interco pour constituer les périmètres. Il y avait cette première préoccupation, c'était les périmètres de CRTE. Donc, ces périmètres-là ont été travaillés avec les présidents d'interco. Bon, par exemple, vous l'avez dit, moi, je travaille avec une intercommunalité voisine. Cette intercommunalité, pour vous donner un ordre d'idée, l'agglo de Carcassonne, c'est 115 000 habitants et 83 communes. L'intercommunalité avec qui je travaille pour le CRTE, c'est une intercommunalité qui compte 4 500 habitants et une vingtaine de communes. Donc, cette petite intercommunalité, avec ses problèmes d'ingénierie et je dirais de force de frappe au niveau de ses services, naturellement se regroupe souvent avec nous pour certains contrats, certains sujets. Et donc, on s'est regroupé sur cette base-là. Et les discussions avec l'État ont été facilitées par la force politique que représentait cette conférence des présidents d'intercommunalité. Donc ça a été, je dirais, le premier sujet. Et donc, toutes les discussions ont été facilitées. On a eu ensuite un moment de discussion concernant les signatures. Donc, l'État souhaitait signer, ça a été dit, en juin. Et je dirais, dès le début, je dirais, nous avons discuté pied à pied, je dirais, avec l'État, de façon à ne pas signer en juin, parce que nous estimions que soit nous n'étions pas prêts, puisque certaines intercommunalités avaient changé de gouvernance, et donc travailler sur leur projet de territoire n'étaient pas prêtes à signer, je dirais, un CRTE. Il y a, je dirais, la période électorale qui aujourd'hui va nous occuper des régionales et des départementales sur le mois de juin. Et donc, nous estimions que discuter des CRTE pendant cette période-là était une difficulté supplémentaire pour faire aboutir ces contrats de relance et de transition écologique. Donc, nous avons été, je dirais, entendus nationalement, mais nous avions déjà discuté, je dirais, avec l'État local pour décaler cette signature et on avait plus ou moins obtenu l'accord des services de l'État. Et donc, le dernier sujet qui nous préoccupait, c'était la place du maire, quelque part, dans ces CRTE. Donc, la place du maire, puisque les maires aujourd'hui ont une crainte par rapport, je dirais, à ce contrat, ont des interrogations. Donc, il fallait les rassurer, avoir cette vigilance particulière concernant le fait qu'ils s'approprient complètement ces CRTE, qu'ils y participent à leur conception, leur création, qu'ils soient associés. Bon, l'État ne veut pas qu'ils soient signataires, mais nous nous débrouillerons pour trouver une manière de façon à ce qu'ils puissent bien être associés aux signatures de ce contrat, de façon à ce que bien les maires et les élus municipaux puissent participer et puissent être partie prenante et donc associés et donc en confiance par rapport à la signature de ce contrat. C'est pour ça que nous avons bien construit, je dirais, les discussions à travers toute notre gouvernance et je dirais que notre projet de territoire, la conception du CRTE et le pacte de gouvernance n'ont fait finalement qu'un,
puisque nous avons travaillé ces 3 sujets quasiment en concomitance, de façon à ce que bien, un maximum d'élus, mais aussi de citoyens, soient associés à la réflexion et à l'écriture de ce projet, que ce soit au niveau de la conférence des vice-présidents, que ce soit au niveau des commissions, des conseils de territoire, puisque l'agglo est tellement vaste aujourd'hui. Nous avons divisé l'agglo en territoires, donc nous avons créé des conseils de territoire sur des secteurs géographiques bien précis. Et donc, ces conseils de territoire ont travaillé sur les CRTE avec les élus municipaux. Nous allons passer tout ça en conseil des maires vendredi pour finaliser, je dirais, les discussions sur le protocole en conseil d'agglo fin juin, de manière à ce que bien, tout ce travail soit le plus partagé possible et que cette démarche soit une démarche ascendante, bien sûr, mais qui associe le maximum d'élus et si possible, nos concitoyens. Alors, nous avions la chance d'avoir, je dirais, une expérience au niveau de Carcassonne Agglo concernant le CTE, puisque nous avions signé un contrat de transition écologique en 2019 avec l'État. Donc, contrat de transition écologique qui nous avait permis de mettre tous les acteurs autour de la table, comme ça a été dit par mon collègue. Nous, avec le CTE, nous avons réussi à mettre, je dirais, l'ensemble des partenaires, ils sont nombreux. On était à plus d'une vingtaine de partenaires autour de la table pour travailler sur quel territoire voulons-nous demain ici sur le territoire de l'agglo de Carcassonne. Donc, cette expérience-là nous a beaucoup aidé, de façon à ce que tous ces partenaires-là soient associés à la démarche, soient partie prenante des réflexions. Et je dirais que ce changement de paradigme, ce changement de travail, d'habitude, qui n'est pas forcément naturel au départ, eh bien aujourd'hui, il est à la fois très très bien perçu par, bien sûr, l'ensemble de nos services, de nos élus et je dirais, des partenaires que nous avons sur ce contrat. Mais il est également, d'après les retours que l'on a, très bien perçu par l'État qui, je dirais, s'associe et est très volontariste dans, je dirais, ce partage de réflexion et de responsabilité sur la construction du projet CRTE qui s'inspire, mais je dirais très très largement, du projet de territoire de nos collectivités. Donc, je dirais c'est un travail intéressant, c'est un travail qui sera bien sûr semé d'embûches, je le disais en introduction, mais c'est un travail qui va nous permettre de mettre l'intercommunalité vraiment au centre, je dirais, du développement des territoires et au centre, je dirais, de la gouvernance politique de nos départements et de nos territoires. Et donc, c'est une victoire pour la DCF, c'est une victoire pour notre président, Sébastien Martin, et c'est une victoire pour nos territoires, tout simplement, pour que bien, nos territoires soient reconnus aujourd'hui comme des territoires de projet et des territoires sur lesquels on peut s'appuyer pour bien relancer le pays et relancer l'économie. Merci. Merci à tous les deux. Avant de poursuivre les témoignages et de donner la parole à Marc Bourris, Philippe Lemaire et puis évidemment à Jérôme Guton, peut-être au sein des participants, souhaitez-vous tout simplement prendre la parole pour vous aussi témoigner, partager vos remarques, nous dire où vous en êtes, mimer de l'élaboration de votre contrat de relance, ou en tout cas où les grandes questions que vous vous posez. Certaines questions sont d'ailleurs ont déjà été posées dans la question-réponse, mais vous avez l'outil de lever la main, un petit clic, et on peut vous donner la parole. Alors, je laisse quelques secondes pour voir si des volontaires se désignent. Oui. Aurélie Guitoni, nous allons vous donner la possibilité. On vous entend. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est un peu un retour d'expérience et en écho à mes questions. Donc, nous, on est un EPCI du Sud-Manche de 46 000 habitants et 32 communes.
La ville centre fait 15 000 habitants. C'est moi qui suis sur les politiques contractuelles. Donc, comme l'indiquaient les participants tout à l'heure, on a effectivement des contractualisations avec le département et avec la région, une revoyure qui vient d'être faite. On est aussi labellisé Petite Ville de demain. Et aujourd'hui, dans les collectivités de notre taille, on se rend compte que finalement, en termes d'ingénierie, il y a finalement, on a été très, très sollicité cette année par beaucoup de dispositifs étatiques et beaucoup d'appels à projets qui sont encore très nombreux, puisqu'on a souvent plusieurs casquettes. Comme on est sur des petites collectivités, on peut être sur les politiques contractuelles et sur des projets stratégiques. Et que ça freine aussi notre engagement dans le CRTE. Et par ailleurs, sur la question de l'ingénierie, on a un petit peu un décalage entre cet affichage selon lequel on pourrait être aidé par des services ou des agences de l'État et les échanges qu'on a avec l'État où effectivement on exprime nos difficultés que partagent les services de l'État et pour lesquels ils sont compatissants, entre guillemets, je dirais. Mais pour autant, on n'a pas de solutions qui nous sont proposées. Donc, effectivement, nous, je pensais spécifiquement à l'état des lieux écologiques puisque c'est quand même quelque chose d'assez politique et d'assez nouveau dans certaines collectivités et sur lesquelles on peut avoir les données, on peut voir qu'il y a une myriade de sources, de sites Internet qui vont nous donner des informations, mais qu'il y a un travail de compilation extrêmement important à faire et sur lequel les techniciens qui sont habituellement en charge de ça n'ont juste pas assez de temps de travail actuellement pour le faire. Et là-dessus, on se sent quand même un petit peu seul, je pense, et professionnellement et en termes d'institution. Et d'où la question que je posais tout à l'heure sur la question-réponse des aides qui pouvaient être apportées à NCT, CEREMA, parce que finalement, on a beau interpeller sous-préfecture des DTM, ce n'est pas des choses qui nous sont proposées. Donc, je ne sais pas trop comment faire actuellement. Merci, c'est très clair. Et effectivement, vous êtes nombreux à partager ce souci de l'état des lieux écologiques qui reste assez complexe à formaliser. On pourra apporter une réponse et je pense que Jérôme Guton pourra aussi nous éclairer. Avant cela, est-ce qu'il y a une autre demande de prise de parole ? Non. Alors, dans les questions-réponses, je vois une autre question que je lis. Il y a de nombreux contrats avec des démarches similaires de diagnostic. La difficulté est la mise en articulation de toutes ces démarches. Ça, c'est effectivement un élément qui revient assez fréquemment. Est-ce que parmi nos intervenants, vous auriez un élément de réponse à proposer ? Comment faire pour jongler ? Monsieur Guton, je vois que vous allumez votre micro. Oui, je veux bien essayer Mais je vous en prie. de répondre. Ce sont des difficultés qui ne sont que trop familières pour ceux qui ont pu gratter, entre guillemets, des contrats, toute forme de contrat entre l'État et les collectivités territoriales depuis déjà presque 30 ans. C'est déjà la difficulté de la page blanche. En fait, la page n'est pas blanche, il y a énormément de ressources, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, il y a énormément de ressources. La difficulté, c'est pas forcément de compiler. Je pense, si on veut être pragmatique et modeste, si on pouvait déjà récapituler, ce serait bien. C'est beaucoup plus facile de récapituler. Compiler, c'est un travail de synthèse qui est à la fois, qui est sans doute utile pour ramasser les éléments nécessaire, mais qui est dangereux parce qu'on peut tordre, on peut trahir, on peut appauvrir le contenu des documents. Donc, je pense qu'au moins pour le premier document, je rappelle que le contrat, ça a été dit plusieurs fois ce matin, est évolutif et progressivement intégrateur. Il n'a pas besoin d'être parfait dès le départ. Donc, déjà faire la récapitulation de ce qui existe en termes de ressources ou de diagnostic sur l'état écologique, ça me paraît très bien. Or, il existe beaucoup de choses. D'abord, au-delà des DDT et des préfectures dont ce n'est pas le métier, il y a les DREAL, qui ont d'ailleurs beaucoup plus de moyens.
une DDT moyenne, c'est une centaine d'agents. Une DREAL moyenne, c'est 7, 8 ou 9 fois ça, et beaucoup plus de catégories A. Donc, n'oublions pas que la ressource, elle est plutôt dans les directions régionales d'aménagement et du logement. Alors, évidemment, elles sont plus lointaines, mais elles existent et elles peuvent plus facilement répondre, de même que les délégations régionales de l'ADEME. N'oublions pas aussi un autre établissement public de l'État qui est important, qui est l'Office français de la biodiversité, qui a d'ailleurs dans certaines régions, au sein de services, au sein de certains services administratifs des conseils régionaux, des interlocuteurs, de petits homologues, si je veux dire, qui peuvent être également précieux. Autre élément, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de territoires qui sont inégalement préparés à l'exercice. Certains ont déjà fait un PLUI, un SCOT ou un PCAET, puis d'autres non. Ben, il n'est que temps. Il n'est que temps de se lancer dans cet exercice. Il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est d'ailleurs la simple application de la loi, en tout cas pour un certain nombre de territoires en fonction de seuil de population. Moi, je n'ai pas manqué d'appeler l'attention des ministres concernés et de la DGLN ou de la DHUP, des services concernés en administration centrale, au ministère de la Transition écologique, sur la nécessité, évidemment, de mettre à disposition les moyens de ce qu'on appelle les ateliers de territoire. Les ateliers de territoire, en fait, c'est une forme d'aide à l'ingénierie ou de soutien à l'ingénierie des collectivités qui se lancent dans des démarches en matière de prospective, de stratégie, de manière intercommunale et en matière d'urbanisme et d'aménagement. Il ne faut pas oublier ces moyens classiques. Ce sont des moyens classiques, ce sont des crédits ordinaires qui sont gérés à la fois par le ministère, les DREAL et DDT, et il faut évidemment les revendiquer et surtout ne pas, comment dire, le travail, s'il n'a jamais été fait, ne va pas pouvoir l'être en quelques semaines, ni même en quelques mois. Mais ce n'est pas grave. Simplement manifester auprès des services de l'État la volonté de faire ce travail, démontrez-leur que vous êtes engagé dans la démarche, et je pense que cette manifestation de bonne foi devrait suffire à obtenir ces moyens qui produiront leurs effets, non pas pour le premier, évidemment pas pour le protocole, peut-être pas pour le premier document signé, pour le premier contrat signé, mais certainement pour l'avenant qui, à n'en pas douter, suivra à la fin de l'année ou un peu plus tard. N'oublions pas non plus les travaux universitaires, parce que ça existe aussi. Il y a beaucoup de travaux universitaires qui sont de plus en plus disponibles ou accessibles sur Internet et auxquels il est possible de faire référence, en tout cas quand ils offrent les garanties nécessaires. Voilà, je pourrais parler de toute une série d'autres choses, mais voilà. Et puis après, ne soyons pas trop ambitieux pour le premier document. Je pense qu'une des difficultés qui alimente la hantise de la page blanche, c'est d'être trop exigeant pour les premiers documents. Moi, je préfère un document imparfait, mais qui vient vite et qui ne retarde pas ni la transition écologique, ni la relance, plutôt qu'un document parfait, mais qui arrivera dans 2 ans et qui, entre-temps, aura, hélas, probablement ralenti, sinon suspendu, la programmation des crédits de l'État, parce que c'est ça l'enjeu des calendriers derrière. Enfin, je ne devrais pas dire suspendre ou ralentir la programmation des crédits de l'État. En fait, ça vaut pour les crédits des collectivités territoriales, ça vaut pour les crédits des départements, ça vaut pour les crédits des régions, ça vaut peut-être même pour la programmation européenne, des crédits européens auxquels il a été fait référence tout à l'heure. Voilà. Ce qui se joue derrière le calendrier, c'est cela. C'est la dépense publique intelligente dans l'intérêt commun. Bon, on est bien conscient qu'aujourd'hui, avec la situation sanitaire, ça ne nous aura pas aidés. Je voudrais aussi répondre sur la question de la mise en articulation de toutes les démarches. C'est une manière de le dire différemment, mais je le répète, récapitulons d'abord. Ne cherchons pas à consolider, modifier, synthétiser, récapitulons. Donc, s'il y a sur un territoire une démarche territoire d'industrie, certaines coïncident
avec le ressort des périmètres des contrats de relance et de transition écologique. C'est le cas du Chalonnais du président Martin. Eh ben, à ce moment-là, on se contente de recopier, ou de faire référence au document, à la convention qui porte déjà sur territoire d'industrie, qui a été signée il y a maintenant 1 an et demi, mais qui est toujours valable, évidemment, et pour les prochaines années. L'intégration de cette convention territoire d'industrie vaut, de mon point de vue, prolongement, officialisation supérieure, si j'ose dire, de cette démarche. Mais c'est pareil pour une convention Petite Ville de demain. Et il peut y en avoir plusieurs sur le territoire d'un EPCI qui porte un CRTE. Mais c'est valable aussi pour une convention cœur de ville. Il y a une convention cœur de ville à Châlons. Et il doit y avoir des petites villes de demain, d'ailleurs, sur le même territoire. Mais c'est vrai aussi du travail et du déploiement remarquable de France Service, notamment dans les territoires des quartiers prioritaires, mais aussi dans le rural le plus profond. Il faut récapituler le travail qui a été fait par toute une série d'acteurs, qui ne sont pas d'ailleurs les seuls EPCI et les seuls services de l'État, mais aussi la caisse d'allocation familiale, mais aussi le Pôle emploi, mais aussi l'assurance maladie, mais aussi la Poste. C'est toutes sortes d'acteurs dont il n'y a évidemment que des avantages à les retrouver autour de la table. J'ai été frappé aussi par la dernière intervention qui laissait penser que certaines DDT, certaines préfectures ou certaines sous-préfectures pourraient ne pas relayer des demandes en matière d'ingénierie. Alors, je résume un peu la présentation, mais c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Moi, je vous propose une solution, c'est d'énoncer une demande, la demande la plus claire possible, et puis de la faire passer non seulement par Internet, parce que ça laisse une trace, et aujourd'hui, on ne peut travailler quasiment que comme cela, non seulement à la DDT, à la sous-préfecture concernée et à la préfecture, qui sont les délégués territoriaux de l'agence et qui ont la responsabilité de nous faire ensuite passer pour décision les demandes, mais de les faire passer en copie à l'Agence nationale de cohésion des territoires. Voilà, c'est une forme de transparence de la démarche et qui peut nous aider à garantir collectivement à la DCF, aux élus et aux services de l'État que toutes les demandes soient bien prises en compte. Après, les services de l'État, vous l'imaginez bien, ont les mêmes difficultés que vos équipes, que les équipes des EPCI en ce moment, de travailler dans le contexte très particulier qui est le nôtre. Et je comprends qu'ils ne sont sans doute pas aussi efficaces que ce serait souhaitable ou qu'ils l'auraient été à l'occasion de la préparation d'un contrat de ville, à l'occasion de la préparation d'un contrat de ruralité, à l'occasion, d'une manière générale, de la préparation, de l'élaboration d'un contrat de cohésion territoriale. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai vu qu'il y avait une question sur les annexes. J'ai envie d'y répondre en disant vous pouvez faire toutes les annexes possibles et imaginables. À partir du moment où les partenaires d'un contrat sont d'accord pour faire figurer en annexe tel ou tel élément, et si ça peut permettre d'aller plus vite de manière très, très, très empirique et très pragmatique, faites des annexes, il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Ce sont des contrats qui doivent rester, j'ai envie de dire, bêtement terre à terre. Et enfin, sur l'ingénierie, peut-être redire encore un mot en disant on n'a jamais eu autant d'ingénierie. On n'en a jamais eu autant. Tout à l'heure, Romain Briot a repris les principales enveloppes qui sont celles de la NCT, de l'Agence nationale de cohésion des territoires, dont je rappelle que la porte d'entrée, le guichet unique, c'est la délégation territoriale de la NCT, préfet, sous-préfet et DDT. Il y a bien entendu l'enveloppe de l'ADEME, dont il n'est pas sûr d'ailleurs qu'elle ne soit pas éventuellement réalimentée, parce que c'est une vraie question. Je pense que ça correspond à un vrai besoin, qu'en plus l'ADEME a une expérience à travers ces contrats territoriaux dont il serait opportun que tout le monde puisse profiter, avec un niveau d'exigence d'ailleurs plus important sans doute en matière de transition écologique. Et puis il y a les moyens du CEREMA qui, c'est autour de
Marie-Claude Jarraud et de Pascal Berthaud, organisés en conséquence pour être plus efficaces à vos côtés. Si j'y ajoute encore une fois les ateliers du territoire dont je parlais tout à l'heure, et bien entendu les moyens publics et privés qui existent sur un territoire et qu'il ne faut tout de même pas négliger, 40 ans après la décentralisation, bah, ça fait quand même un paquet de moyens importants. Encore une fois, on n'en a jamais eu autant. La seule question de l'ingénierie, pour moi, la seule vraie question, c'est le tempo. C'est-à-dire que l'ingénierie, ça met du temps à s'enclencher et donc ça ne pourra pas toujours, ou ça pourra même être rarement au service de la première signature du premier contrat. Donc il faut accepter, c'est un peu comme la concertation, il faut accepter l'idée que l'ingénierie servira le plus souvent, très probablement, au service du premier avenant à ce contrat. En tout cas, pour moi, intuitivement, je le soupçonne. Ça ne me gêne pas, parce que ça permettra d'améliorer de manière systématiquement les choses, de passer peut-être de la récapitulation à la consolidation, pour reprendre le terme d'une des personnes qui formulait une question, ce qui est un exercice effectivement important, mais pas facile à faire. Et j'ai envie de dire la même chose sur la participation, parce qu'il y a un enjeu de participation citoyenne. Alors, c'est vrai que le ministère de la Transition écologique, qui est assez naturellement et historiquement très attaché, je pense qu'en effet, ça n'est pas forcément indifférent. Si on veut faire passer un certain nombre d'idées dans la population, et puis qui a son mot à dire, qui a sans doute des idées. Moi, je voudrais rappeler simplement que c'est vrai que les outils dont on dispose déjà sont plutôt assez largement sous-utilisés. Là aussi, c'est probablement lié à la période, mais ce n'est pas seulement lié à la période et la crise sanitaire. C'est probablement que ces outils étaient d'ores et déjà, et avant le mois de mai de l'année dernière, déjà très largement sous-employés. Je pense à la conférence des maires. Tout à l'heure, Floriane Boulet y a fait indirectement référence, qu'il faudrait pouvoir réunir. C'est la loi, après tout. Depuis la fin de 2019, c'est rendu obligatoire par la loi. Et on voit bien que les conférences des maires ne sont pas systématiquement utilisées, ne serait-ce que pour des raisons matérielles, j'imagine, parce que c'est compliqué techniquement à organiser et que tout le monde n'a pas les moyens de la NCT ou de la DCF. Et de la même manière, les conseils de développement, qui souvent dormaient comme la belle au bois dormant, je pense que ça vaudrait la peine de les réveiller pour l'occasion. C'est une manière d'ailleurs d'inviter un peu tout le monde autour de la table, y compris des personnalités de la société civile, de grandes associations, des entreprises, des établissements publics comme les établissements publics consulaires. Je pense que les établissements publics consulaires, en tout cas pour ceux que j'ai connus dans la douzaine de départements ou de territoires où j'ai servi, sont demandeurs d'être associés à ces démarches, en ressentent le besoin. Ça correspond même probablement à une vraie attente de leurs interlocuteurs départementaux, puisque vous le savez que pour les chambres de métiers, comme pour les chambres de commerce et d'industrie, comme pour les chambres d'agriculture, les choses se sont assez largement régionalisées. Et il y a une vraie attente, sinon une vraie souffrance, parmi les équipes et les ressortissants des consulaires dans les départements, de se rendre utile. Je pense même qu'on s'est probablement trop passé de leur service. On a besoin de leur relais. Donc voilà, les CRTE sont probablement aussi une occasion formidable, une opportunité formidable de les remettre autour de la table, et ils peuvent apporter également non pas seulement des revendications, mais une vision utile, y compris d'ailleurs en matière d'ingénierie, parce que dans les chambres consulaires d'aujourd'hui, en tout cas dans les départements moyens ou plus gros, il y a des moyens d'ingénierie qui ne sont pas totalement négligeables. Voilà, j'ai été un peu long, pardonnez-moi Romain, mais j'ai essayé de répondre à la plupart des questions. Alors, oui, je vois qu'il y a encore une ou deux questions à côté desquelles je suis passé, pour dire que, comment dire, bon, j'ai déjà parlé du calendrier, hein, je pense qu'on a l'épée dans les reins.
ne faites pas parfait, vraiment ne faites pas parfait. Mettez-vous à la place des préfets. Ils sont en train de préparer, j'espère que quelques-uns ont déjà fait leur programmation pour la DSIL et la DETR. En tout cas, c'est les instructions qu'ils reçoivent. Pourquoi? Mais ne serait-ce que pour créer de l'activité pour un certain nombre de nos secteurs. On ne peut pas figer la France au-delà de l'année qu'elle aura déjà connue dans cette situation-là. Donc, en fait, derrière ces contrats, il se joue aussi la programmation. Même si, évidemment, un préfet est évidemment habilité, autorisé à ne pas hésiter à programmer des crédits hors CRTE au profit de telle ou telle commune et au profit d'ailleurs de l'intercommunalité avec lequel il est en discussion dans la perspective d'un CRTE. Bien sûr, la programmation peut se faire en dehors du CRTE. Après, bien entendu, dans les semaines ou les mois qui suivront, eh ben, on fera figurer, noir sur blanc, au contrat, les choses qui ont été programmées. Mais il ne faut surtout pas contribuer à créer cette spirale négative qui est on reporte toujours. On reporte parce qu'il y a les élections, mais il y aura aussi des élections l'année prochaine, et elles ne sont pas négligeables. On reporte parce qu'il y a la crise sanitaire, on reporte parce que demain, il y aura une crise économique, on reporte parce que tout simplement les équipes sont sur le chantier, sont raréfiées ou prises par d'autres choses. Voilà, acceptons l'imperfection, s'il vous plaît, acceptons-le, c'est absolument déterminant. Et l'automne, pour moi, c'est un échec, je le dis très franchement, c'est un échec. Ça sera toujours mieux que rien, mais c'est un échec. Pour moi, c'est au plus tard la fin de l'été. À l'automne, il faut bien voir que certains en sont déjà, Floriane Boulet l'a dit tout à l'heure, au deuxième contrat. Et notamment ceux qui vont pouvoir intégrer à ce moment-là le volet hospitalier attendu. Je vous rappelle qu'il y a 14 milliards d'euros dans le plan Ségur. Tout doit pouvoir être territorialisé dans le contrat. Compte tenu des calendriers de concertation des ARS, ça va forcément être à l'automne. Donc, à l'automne, il y aura encore un autre travail qui sera devant nous, et donc il faut avoir fait déjà la récapitulation dont je parlais toujours. Quant au protocole d'engagement, je vais essayer non seulement de mettre sur Internet des protocoles d'engagement, on a émis quand même, on en a mis 2, dont un élaboré par vous, hein, par la DCF, c'est le meilleur d'ailleurs. Je le dis, vous ne le répéterez pas, mais c'est le meilleur. Il est plus complet, il est beaucoup plus intéressant. Et je suis malheureux d'ailleurs quand ce n'est pas celui-là qui a été repris par une préfecture. Mais bon, si on essaiera, avec l'accord bien entendu des signataires impliqués, de mettre sur Internet non seulement des protocoles de préfiguration ou des conventions d'initialisation telles qu'elles auraient déjà été signées ici ou là, mais également, parce que je pense que ça correspond à un besoin des équipes, des CTE, des contrats de ville, des contrats de ruralité, parce que ce que je suis en train de comprendre, forcé, si j'ose dire, c'est que certaines équipes sur le terrain n'ont jamais vu un contrat de leur vie. Si elles voyaient un contrat, elles ne seraient pas forcément impressionnées. Elles se diraient « Ah bah oui, ça je sais faire ». Donc, on va mettre ne serait-ce que en tout cas pour les préfectures, voire sur le site internet de la NCT, des contrats précédents sur un champ plus étroit qui ont déjà été signés quelquefois depuis plusieurs années pour montrer qu'il n'y a pas besoin de réinventer le fil à couper le beurre. Voilà, pardon d'avoir été long. Merci Monsieur Guton. Il fallait répondre aux questions. Je vous propose de poursuivre un peu les témoignages et les illustrations concrètes de territoire avec Marc Bourris et Philippe Lemaire. Alors, Philippe Lemaire, je crois que vous devez nous quitter à 10h30, hein, c'est ça? Donc, micro. Oui, tout à fait, Romain. Donc, c'est vrai que ça m'arrangerait si je pouvais passer maintenant, parce que ça risque d'être chaud après. Voilà. Donc, si tu m'en veux pas, Marc, je prends la main. OK. Bon, il y a déjà beaucoup de réponses qui ont été données. J'espère qu'il n'y aura pas trop de redites dans ce que je vais vous décrire maintenant. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a réalisé un tour de France par webinaire
de l'ensemble des régions afin de recueillir un peu l'état d'avancement et les questions, un peu comme on le fait aujourd'hui, de beaucoup de collègues. Il ressort de ce Tour de France un certain nombre de points que je vais essayer de vous présenter. Alors tout d'abord, on l'a dit tout à l'heure sur la question des périmètres, on est quasiment au bout puisque les périmètres sont arrêtés. Pour autant, il reste quelques questions de calage avec notamment les autres signataires. L'objectif, c'est quand même d'avoir un contrat intégrateur qui permette d'amener d'autres signataires. Or, certaines régions ou départements avaient l'habitude de signer non pas directement avec les intercos, mais avec les PETR, par exemple. Et donc, se pose la question de ce calage dans certains endroits, en Occitanie, par exemple, parce que ce n'est pas forcément simple quand vous avez des PETR avec plusieurs communautés elles-mêmes. Enfin voilà, il y a des chevauchements, des questions de périmètre et donc de projets qui peuvent être différents. Ensuite, sur la question des délais, bon, le message est assez clair et je pense que, merci Monsieur le Préfet de l'avoir rappelé sur le fait d'aller assez vite. On est quand même dans le cadre d'une relance. Pour autant, on a effectivement l'idée, c'est de faire un contrat vivant, quoi. Voilà, c'est-à-dire de partir d'un premier jet. Alors peu importe comment on l'appelle, est-ce qu'on l'appelle un contrat de relance directement et puis on fait une clause de revoyure, ou est-ce qu'on l'appelle un contrat d'initialisation et puis derrière ça revient exactement la même chose, on le complète par la suite. La démarche est la même. L'idée, c'est d'avoir un contrat vivant. On fait quelque chose de pas forcément parfait, mais on avance et puis derrière on complète et on amènera d'autres signataires à venir sur ces contrats. Il faudrait rappeler aussi, et ça c'est important, nos collègues des services de l'État ne sont pas habitués non plus à ce type de démarche, en tout cas pas tous, et notamment au fait que la démarche elle doit être remontante. Alors ça c'est quelque chose de très très important qui est défendu à la fois par la DCF et la DGCF, c'est de faire attention à ce qu'on parte bien de vos projets de territoire, de vos projets politiques, et pas d'une compilation de dispositifs mis en place soit par l'État, soit par le département, soit par la région. Il est très, très important de garder cette ligne-là, parce que c'est tout l'enjeu du dispositif. Si on perd ce fil-là, l'intérêt même des contrats de relance et de transition écologique disparaît un peu, quoi. En tout cas pour ce qui nous concerne, parce que c'est vraiment l'idée de cette démarche remontante qui est extrêmement importante à maintenir et à garder dans la durée. Autre question qui revient en permanence en boucle, et on l'a vu aussi sur le fil de discussion, c'est d'avoir à gérer en parallèle la construction des CRTE, qui est au niveau ingénierie quelque chose de complexe, et en même temps, la nuée d'appels à projets qui tombent de partout, quasiment tous les jours. Et là, ça remonte systématiquement. À chaque fois qu'on fait un webinaire, une rencontre avec les collègues, mais c'est double boulot, on n'en peut plus, on est fatigué, on a subi déjà une année extrêmement complexe et c'est la réalité. Et en plus, on nous demande de fournir un travail phénoménal pour répondre à tous ces appels à projets d'un côté et en même temps la contractualisation de l'autre. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que malheureusement, oui, aujourd'hui, on est dans une période transitoire et on n'a pas vraiment le choix. Ne pas répondre aux appels à projets, c'est passer potentiellement à côté de financement et bloquer effectivement la relance. Et en même temps, ne pas faire le CRTE, eh ben, c'est perdre cette belle ambition que tout le monde souligne et sur laquelle on s'accroche tous en se disant il faut absolument qu'on y arrive. Donc, on va avoir effectivement des mois compliqués, difficiles, avant que l'un ne puisse prendre le pas sur l'autre. L'objectif, c'est que demain, ça soit plus simple et qu'on soit véritablement dans une démarche où la contractualisation sera la porte d'entrée. En tout cas, c'est ce qu'on défend tous et on espère qu'on va vraiment aller jusque-là et qu'on ne va pas s'arrêter en route. Autre élément, c'est… je ne reviendrai pas sur la concertation avec les élus dont a parlé M. Banquier et qui est un élément fondamental, le fait d'entraîner l'ensemble des communes
dans le dispositif, mais il faut aussi parler de la concertation avec la population. Alors, c'est clair que dans les délais, c'est impossible de mettre en place une véritable concertation avec la population. Donc, de la même façon que M. Cuton le signalait, la démarche, c'est de compiler, d'aller chercher des choses qui existent déjà. Vous avez dans vos territoires quasiment tous mis en place des choses. Soit des diagnostics, soit des concertations liées à je sais pas, un diagnostic social de territoire, soit un plan énergie-climat, etc. Peu importe, mais en tout cas, d'aller chercher ces démarches-là, de vous appuyer éventuellement aussi sur les CCSPL, donc la commission de consultation sur les services publics locaux, ou de vous appuyer sur les conseils de développement quand vous en avez, pour avoir un début de concertation. Et puis la concertation véritable, de la reporter, et comme on l'a dit, comme c'est un contrat vivant, eh bien en fait, d'amener ces éléments de réflexion plus tard dans le contrat. Ensuite, j'ai deux derniers éléments. Une autre question qui est importante, c'est le fait que le CRTE a été conçu au départ comme un contrat unique, qui n'était pas forcément un contrat chapeau. Et puis tout doucement, on se rend compte à l'écriture que c'est très compliqué justement d'avoir un seul et même contrat avec tout le monde, tous les partenaires, puisque chacun veut avoir son petit bout de contrat quelque part. Donc, il est important, si on veut amener un maximum de signataires, de pouvoir construire un contrat qui permettra d'avoir plusieurs entrées. Et on peut faire ça à travers les annexes, notamment. C'est-à-dire d'avoir un corps de contrat initial qui, lui, repose bien sur le projet de territoire. Et ça, c'est essentiel. Mais on peut très bien avoir en annexe également le contrat avec le département, le contrat avec la région, le contrat avec l'ADEME, le contrat avec l'agence de l'eau ou la CAF, ce qui permettra aussi d'avoir une lecture croisée et donc à ces différents organismes financeurs de s'y retrouver également, de pouvoir voir à la lecture du contrat que les politiques qu'ils défendent à travers ces interventions financières, eh bien, on peut les retrouver et qu'elles se retrouvent, elles sont lisibles à l'intérieur du contrat. Ça, je pense que c'est extrêmement important parce que c'est une clé pour amener à la signature en septembre, en octobre, des autres partenaires. Il est essentiel de ne pas rester sur un contrat unique avec l'État. L'objectif, c'est vraiment d'unifier les calendriers, d'unifier les méthodologies, etc. Et donc de progressivement arriver à cette vocation d'intégration au niveau du contrat. Enfin, en conclusion, je dirais que en fait, c'est ça, c'est qu'on est au début d'un mouvement de fond, mais qui va prendre, je pense, pas simplement quelques semaines, quelques mois, mais plusieurs années, mais qui nous amènera à terme à l'objectif qu'on recherche tous depuis très longtemps, d'avoir vraiment un contrat remontant qui part du projet de territoire et d'amener l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble de nos financeurs à le signer derrière. Voilà. Merci Philippe pour ce retour de ce Tour de France des webinaires. Marc Bourris, vous avez adopté vous, une attitude assez pragmatique et directe en profitant de l'opportunité de ce CRTE. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je travaille avec Philippe Augier sur Cœur-Côte-Fleury. Donc, on aime les structures, mais on préfère les hommes. Et on a eu la chance en début de crise d'hériter d'un super préfet qui s'appelle Philippe Cour. Donc, c'est quelqu'un qui écoute, il travaille beaucoup et surtout, il décide vite. Et nous, ça nous va bien. Et donc, il a décidé que ça serait les 16 EPCI qui seraient dans les CRTE et le département du Calvados. Donc, au moins, la ligne était claire au départ. Donc après, nous, on a travaillé une logique montante. Donc, on a en même temps hérité d'un bon sous-préfet qui s'appelle Guillaume Le Ricollet sur l'arrondissement de Lisieux, avec qui donc je suis aussi vice-président de la DGCF, donc il m'a demandé de faire des propositions montantes de trame de CRTE. Donc, moi, je suis un Breton émigré en Normandie, je suis assez concret. Donc, si j'ai bien compris, c'est relancer l'économie de la France par les territoires. Et comme le disait le préfet Guton, il n'y a pas 50 formules, la vitesse, le pragmatisme. Donc, on a monté une trame avec le
que j'ai proposé au sous-préfet. Donc, j'ai pris simplement les 4 volets de la loi, la transition démographique, transition écologique, transition économique, transition numérique. On a tout de suite renvoyé à des fiches actions. On a fait une introduction où l'État nous a fait sa proposition, le département, et puis après, on présente assez rapidement notre interco. Donc, en termes de calendrier, signature la semaine prochaine et passage en conseil. Et on a déjà nos premiers arrêtés, notamment sur les rénovations énergétiques qui sont tombés. Alors, effectivement, sur l'ingénierie, etc., on parle beaucoup de coordinateurs et tout. Nous, ici, la priorité, c'est l'investissement. Donc, autant on n'aime pas l'impôt qu'on n'aime pas non plus des coûts de fonctionnement élevés, notamment sur le 012. Donc, on prend un minimum de coordinateurs. Il faut que ça dégaine vite. Donc, si les services déconcentrés de l'État dégainent vite, on y va. Mais on ne va pas sacrifier à la procédure la question de la vitesse. Donc, moi, je dis aussi que ce soit la DCF, le président Martin a des partenaires, que ce soit nous, la DGCF, on a des partenaires. On peut aussi faire appel à des cabinets qui sont nos partenaires pour des actions ponctuelles s'il y a besoin d'accélérer. Alors, en résumé, comme le dit la pub, de manière assez triviale, pas de blabla, on y va. On ne va pas sacrifier l'action au service des autres au profit de procédures et d'études inutiles qui souvent sont très intéressantes mais finissent dans des placards. Puis j'ai entendu l'accent du Sud-Ouest, comme on dit en mêlée, se baisser, se lier et pousser, tous ensemble. Et là, ça avance. Donc, en résumé, nous, on est dans l'action. On ne refait pas les diagnostics qu'on a déjà faits. On a un PLUI, on a des PSAET, en PAT, convention territoriale globale avec la CAF, bientôt les contrats locaux de santé. Donc tout ça, effectivement, comme le disait le préfet Guton, on les agrège au sein d'un document qui est sans doute loin d'être parfait, mais au moins on peut avancer et puis on pourra l'amender. Alors, donc l'idée c'est bien de construire, de sortir les chantiers, parce que les entreprises, elles sont en attente. On sait bien que l'État qui a été quand même extrêmement généreux, on n'avait jamais vu ça depuis l'après-guerre, il ne pourra pas continuer comme ça, parce que l'État, c'est quand même nous, c'est nos impôts, tout ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, à un moment donné, il faut aussi que nos entreprises, on les remette en route. Et donc, c'est pour ça nous, c'est ce qu'on a joué comme carte ici. Alors, autre point aussi, sur l'ingénierie, comme le disait Philippe Lemaire et comme le disait un certain nombre d'entre vous, on ne va pas non plus mobiliser des agents ou etc., à monter des dossiers énormes pour des queues de cerises. Donc nous, il y a certains sujets, si c'est pour obtenir des subventions toutes petites avec énormément de procédures, tant pis, on laisse tomber. Il faudra faire le tri entre le bon gain et le livret. On va sur les choses essentielles. Bon, on verra plus tard si on a du temps à consacrer à ça, mais c'est quand même un contrat de transition, de relance et de transition écologique. Donc, on voit bien les grands thèmes sur lesquels on agit. Donc, voilà un peu ce que nous, on a joué. Donc, après, les collègues de la DCF, des intercos autour, en tenant compte de leurs particularités, sont aussi partis sur ce principe. Et alors, c'est vrai que le Calvados, il n'y a que 16 EPCI, c'est peut-être aussi plus simple. Mais surtout, on a apprécié avoir enfin, nous, on avait besoin de ça ici, un préfet qui est dans l'action et puis on avance, quoi. Donc, voilà un peu comment je peux témoigner de ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer chez nous dans le Calvados. Merci beaucoup, Marc. Nouvelle possibilité pour tout le monde de prendre la parole ou de continuer à ce tour de France des témoignages ou continuer à poser vos questions. Sinon, est-ce que Renaud Verly, Régis Banquet, est-ce que vous vouliez redire un mot en réaction à ce qu'on entend depuis le début du webinaire? Ou c'était… Oui. Je peux peut-être dire un mot côté Jérôme Guton. Je n'ai pas répondu à la question sur les chefs de projet et la contractualisation. C'est vrai qu'il y a les moyens de la NCT, mais il était prévu, il est toujours prévu au sein du FNAT, du volet territorial du contrat de plan, dans certaines régions, de soutenir la rémunération de chefs de projet. Je n'ai pas une réponse globale. Dans certaines régions, ça marche. Et les préfets de région font comme ça. Dans d'autres régions, ils n'en ont pas forcément les moyens. Et donc, ils hésitent à le faire.
Je pense qu'en tout cas, pour reprendre l'expression qui a été utilisée tout à l'heure, depuis 1945, il n'y en a jamais eu autant. Donc voilà, prenons déjà ce qui est sur la table. Moi, de mon côté, évidemment, je m'efforce de faire en sorte que l'ensemble des préfets aient tous les moyens du FNAT dans le cadre du contrat de plan, parce qu'il y a un lien, bien entendu. Et puis, je voudrais rebondir sur une phrase qui me paraissait importante dans l'introduction du président Banquet, du président Régis Banquet, c'était l'inconfort. On est tous en situation d'inconfort. Et particulièrement quand il s'agit de travailler dans le pluridisciplinaire ou l'interministériel. Moi, je peux vous assurer que je suis en permanence dans l'inconfort, même à mon niveau parisien, et pas seulement parce que mon expérience est d'abord provinciale ou territoriale. Hein. C'est simplement que voilà, notre système, c'est particulièrement vrai pour l'État, mais je pense qu'à un moindre degré, c'est vrai pour les régions, les départements, les EPCI, voire les communes quand elles sont à une certaine échelle. On travaille tous dans nos couloirs de nage. On a tous des systèmes en tuyaux d'or. Il y a des divisions internes, si j'ose dire, qui existent depuis toujours entre les différents métiers, les différentes spécialités. Et évidemment, quand on travaille à un contrat unique, un contrat de territoire unique, eh ben, on se heurte à une inertie terrible qui est liée au fait que chacun aurait préféré retrouver son propre travail, son propre tuyau d'orgue ou son propre couloir de nage. Il faut se battre contre ça. C'est un travail de Sisyphe. Il va falloir s'y coller pendant 6 ans. Mais je pense que si on le fait, enfin, les communautés de communes, notamment les EPCI d'un côté, et l'État, enfin, le Premier ministre et les préfets de région et les préfets de leur côté, on devrait pouvoir avancer un petit peu. En tout cas, moi, je peux vous assurer que c'est mon rêve depuis 30 ans et que j'aimerais bien contribuer à le réaliser. Renaud Averly, vous vouliez peut-être intervenir? Moi, je n'ai pas de complément. Je crois que c'était assez clair, notamment cette notion vraiment du projet de territoire qui doit être au cœur du dispositif, c'est-à-dire ce qu'on a conçu ensemble. Quand on a travaillé sur ce dispositif, ce qu'on se disait, c'est qu'après l'installation des instances communautaires, on avait ces projets de territoire et ça donnait une visibilité au moins pour un mandat et pour 5 ans. Et c'est pour ça qu'on était parti sur ces contractualisations de manière unique. Et je pense qu'on est sur les bons timings aujourd'hui. Très bien. Il se trouve que demain, à l'occasion du conseil d'administration et du conseil d'orientation de la DCF, nous recevons la visite et la participation de Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des Territoires et de Relations avec les collectivités territoriales. Et donc, dans cette optique-là, il nous semble intéressant là, de prendre un peu le pouls de là où vous en êtes, à la fois de la territorialisation du plan de relance et de l'avancement de votre contrat de relance. Et pour cela, nous vous proposons de répondre à un petit sondage de 3 questions. Alors, normalement, il s'affiche sur votre écran. Et vous avez donc quelques secondes pour le lire et y répondre. Je vais lire les questions, car ce sondage n'apparaît pas qu'en replay. La première question est la suivante. Dans quelle proportion la crise sanitaire et la relance conduisent-elles à modifier les priorités d'investissement de votre intercommunalité au cours de ce mandat? La deuxième question est la suivante. Votre intercommunalité a-t-elle déjà obtenu des moyens exceptionnels du plan France Relance? Et enfin, la troisième question. À quel stade d'avancement se situe votre intercommunalité dans la préparation du CRTE qui la concerne? Donc, vous avez à chaque fois 4 items qui vous sont proposés. Je laisse quelques secondes pour que chacun y réponde. Voilà. Je pense que les grandes mailles des réponses sont plutôt atteintes. Je pense qu'on peut arrêter le sondage. Merci beaucoup. Et donc, est-ce que les réponses s'affichent? Oui, tout à fait, pour tout le monde. Ok, super.
Eh bien, vous les voyez s'afficher à l'écran, à la première question sur les impacts de la crise et de la relance sur les projets d'investissement, les priorités d'investissement. Eh bien, vous jugez les impacts plutôt moyens. En tout cas, les conséquences sont plutôt moyennes sur… on est presque sur… Non, on est sur… Si on fait moyenne et faible, ça fait quand même une majorité. Une majorité aussi d'entre vous déclarent avoir d'ores et déjà obtenu des crédits du plan France Relance, mais sur un nombre limité de dossiers. Et enfin, concernant les contrats de relance et de transition écologique, voilà, on est sur moitié-moitié entre une élaboration déjà assez avancée ou alors assez peu avancée. Et à noter quand même que personne parmi vous ne déclare n'avoir aucun intérêt pour le CRTE. C'est déjà une petite victoire à saluer, puisque cette initiative du CRTE est nouvelle et aurait pu ne pas avoir autant de succès. Est-ce que vous aviez d'autres… En même temps, je regarde les questions qui sont posées dans le question-réponse. On essaiera évidemment, M. Gutton l'a dit tout à l'heure, nous aussi, on essaiera d'ailleurs toujours en cohérence avec les collègues de l'Agence nationale de la cohésion des territoires de partager un maximum de documents ressources pour vous aider, donc à la fois sur des documents d'ores et déjà réalisés par certaines intercommunalités ou des documents plus de méthodologiques et qui permettent de répondre à certaines questions. On voit que ce sont des questions que vous posez. Je me tourne à nouveau vers vous, vers l'ensemble des participants, mais aussi l'ensemble des intervenants. Est-ce qu'il y a des sujets que nous n'avons pas encore évoqués ou pas assez, qui méritent d'être clarifiés? Ou est-ce qu'il y a d'autres configurations locales que vous souhaiteriez évoquer? Je regarde la salle. Pas depuis la salle. Une salle timide. Peut-être un mot, parce qu'il y a une question sur l'évaluation. Oui. Je ne suis pas sur le terrain, donc c'est difficile d'y répondre. Il faudrait connaître le territoire, la configuration, les périmètres, l'histoire, la géographie. Mais on va dans les prochains jours, mettre sur le système intranet de l'ANCT auquel accèdent en tout cas les délégués territoriaux de l'ANCT, les préfets, les sous-préfets, les DDT, des choses sur l'évaluation. Mais ce seront plus de nouveaux documents sur l'évaluation. On en a déjà mis sur Internet, donc qui sont accessibles à tous, et évidemment au premier chef aux collectivités territoriales. Je ne souhaite pas en revanche donner des choses trop obligatoires parce que c'est des sujets qui, notamment dans les petites communautés de communes, peuvent hérisser. Et donc, il faut le présenter de manière assez soft. Voilà. Et puis, pour ma part, si vous le permettez, Romain, je voudrais vraiment saluer de manière très sincère et chaleureuse le travail de la DCF et de l'équipe de la DCF. C'est formidable. Moi, ça m'aide énormément. Je pense que en avançant main dans la main, comme on essaye de le faire ensemble, on peut relever ce défi qui est très, très puissant, qui est très fort, qui n'est pas facile dans la période actuelle. Et en tout cas, moi, je suis très heureux de travailler avec vous. Merci, Monsieur Gutton. Mais justement, pour illustrer votre propos, sachez que nous vous proposons dans quelques semaines 3 nouveaux webinaires, là pour rentrer dans le détail du contenu de nos contrats et des orientations stratégiques que nous y mettrons. Le mardi 15 juin, nous vous proposons un webinaire sur le volet transition écologique. La semaine suivante, le mercredi 23 juin, sur le volet développement économique. Et enfin, la semaine suivante, le jeudi 1er juillet,
sur le volet cohésion sociale et santé des contrats de relance et de transition écologique. L'occasion pour nous voilà, de vraiment bien rentrer là pour le coup dans le contenu des projets et de dialoguer aussi avec nos partenaires et les grands financeurs sur chacun de ces volets. Alors, Sébastien Martin, président de la DCF, va nous rejoindre, mais je persiste et je propose à nouveau, pour qu'il n'y ait aucune frustration, de donner la parole aux participants, tout en relevant les questions-réponses. Peut-être Renaud Averly, Régis Banquet, quelles sont les prochaines étapes que vous avez envisagées à l'échelle de votre interco pour la finalisation des contrats de relance? Oui, je commence. Donc, un prochain comité de pilotage avec tous les partenaires le 3 juin. Une formalisation ensuite des fiches actions et des grands objectifs pour le 15 juin et toute une partie de relecture avec tous les partenaires sur les 15 jours qui suivent pour un nouveau comité de pilotage au 30 juin avec tous les partenaires pour valider ou pas, mais au moins avoir la première mouture de ce CRTE pour fin juin. Voilà, on était resté sur un planning très resserré. Et comme tout le monde l'indiquait, tout cela est évolutif. Il ne faut surtout pas imaginer qu'on sera sur des contrats parfaits toujours, mais contractualiser, signer. On est dans le plan de relance, il faut avancer. J'aime beaucoup le pragmatisme de Marc Boris également. On est dans cet esprit également. Très bien. Régis Banquet? Oui, donc nous, après-demain, on passe tout ça en conférence des maires. Donc, pour valider, je dirais, nos orientations concernant, je dirais, les premières écritures du CRTE. Semaine prochaine, on a des comités de pilotage. On en a deux, une semaine prochaine et un 15 jours après avec l'État. Donc, pour travailler à la rédaction, je dirais, du premier document qui est plutôt le protocole d'intention, mais nous avons souhaité, justement, comme l'évoquait le préfet Guton tout à l'heure, nous avons souhaité inclure au protocole d'intention tous les projets qui étaient à maturité aujourd'hui, de façon à ne pas perdre de temps et à engager le plus vite possible les projets sur notre territoire. Donc, aujourd'hui, ça suit son cours. On a obtenu un accompagnement de la NCT avec une vingtaine de jours de travail en ingénierie qui va nous permettre d'écrire et de peaufiner tout ça, de façon à ce que tout ce travail qui a été mené depuis déjà plusieurs mois puisse avoir une première concrétisation fin juin, on dira, et de manière à ce que à la rentrée, nous puissions avoir un document quasi définitif, je dirais, même s'il sera amendé tout au long du mandat, mais je dirais que là, aujourd'hui, nous sommes sur une rédaction un peu plus généraliste et je dirais des fiches actions et des fiches projets qui s'agrégeront au fur et à mesure de la maturité de ces projets et de l'élaboration du définitif du projet de territoire. Donc, travail assez conséquent que nous menons avec, bien sûr, la communauté de communes voisines, départements, régions, partenaires et État, pour arriver à concrétiser un document fin juin et un autre document à la rentrée. Très bien. Merci beaucoup. Sébastien Martin, bonjour. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous avons beaucoup parlé de méthode, de calendrier, de dialogue entre collectivités locales et services de l'État déconcentrés. Nous avons fait un point d'étape de l'avancement des contrats de relance et de transition écologique. Merci Romain. Écoutez, je voudrais toutes et tous vous saluer, remercier en particulier nos intervenants de ce matin, le préfet Jérôme Guton, mais également Régis Banquet, Renaud Averly, Marc Bourry et puis Philippe Lemaire et toute l'équipe aussi de la DCF qui a animé ce webinaire de ce matin. Je sais que la thématique des CRTE est parmi nos webinaires quelque chose de très attendu. Ce n'est pas le premier puisqu'on en avait déjà fait un autre au mois de mars et c'est assez logique parce que finalement, nous le savons tous,
on a beaucoup d'interrogations, on a beaucoup d'incertitudes sur ce dispositif parce qu'il a quelque chose de nouveau, parce qu'il entame sans doute une manière de travailler avec l'État que la DCF souhaite depuis longtemps. La DCF plaide depuis longtemps, vous le savez, pour cette politique contractuelle au plus proche des territoires, qui s'appuie sur le projet de territoire, qui essaye de mettre en place une démarche qui n'est pas que pour 1 an ou pour 2 ans. Certes, il y a l'enjeu de la relance, qui est un enjeu immédiat en ce moment, et de la mobilisation du plan de relance. Et bien évidemment, les crédits qui sont en face, et notamment les crédits européens qui devraient se débloquer, d'après ce que l'on entend cet été ou à la rentrée au plus tard, c'est un enjeu majeur parce que nous savons tous que les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer dans la relance économique de notre pays, que plus cette relance sera forte, plus la reprise économique sera forte, plus elle permettra de panser les plaies de ce que nous venons de vivre avec cette crise sanitaire. Mais au-delà de cela, et d'ailleurs la circulaire du Premier ministre l'a très bien rappelé, c'est un contrat qui est basé sur le projet de territoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se satisfaire simplement d'une vision à court terme. Et toutes et tous, de ce que j'ai pu entendre, eh bien, vous êtes toutes et tous, pour une bonne partie, engagés dans la conclusion, la formalisation en tout cas, de ce projet de territoire qui est la base essentielle de ce CRTE. Ça, c'est sans doute un des premiers enjeux de ce CRTE, de se dire que certes, il y a la mobilisation à court terme, mais il y a aussi un enjeu de mobilisation à long terme. Cette rencontre, elle nous sera très utile aussi. Je pense qu'elle sera très utile au préfet Guiton, coordinateur de tous ces sujets aujourd'hui au sein de l'ANCT et dès lors aussi auprès de la ministre Jacqueline Gouraud, puisque demain, nous réunirons le conseil d'administration et le conseil d'orientation en présence de Jacqueline Gouraud pour lui faire un retour effectivement sur comment ça se passe sur le terrain, quelles sont les attentes de nos adhérents et dès lors, très concrètement, comment au mieux eh bien, faire avancer et faire vivre ce dispositif. Je crois que c'est Régis qui l'a dit à l'instant, le CRTE sera un dispositif vivant. Il se doit d'être un dispositif, comment dirais-je, de remontée de projet, d'animation territoriale qui évolue et qui vivent au fur et à mesure de la réalité de ce que rencontrent nos territoires. Parce que qui sait quelle sera aujourd'hui la réalité de demain ou d'après-demain. On voit bien qu'on a des périodes qui sont marquées par des incertitudes ou marquées parfois par des changements ou des orientations nouvelles dans un territoire. Et bien évidemment que ce CRTE ne doit pas être quelque chose de figé, mais il doit être quelque chose de vivant. Et pour que ces CRTE réussissent, la DCF plaide enfin pour vraiment que cela soit l'objet de tous et que nous ayons vraiment un élargissement du spectre de l'implication des différents ministères dans le CRTE. Je pense que ça a été dit sans doute au cours de la matinée. Si le CRTE n'est que la mobilisation de la DETR et de la DSIL et du FNADT, nous n'aurons pas rempli totalement les objectifs que nous nous sommes assignés. Au-delà des moyens financiers, il y a la question de la mobilisation de tous les ministères dans cette politique contractuelle, par opposition à la logique que parfois nous n'aimons pas bien, qui est la logique des appels à projets, qui font qu'il faut avoir dans votre équipe un expert des appels à projets, quelqu'un qui suit ça en permanence sur Internet et que ça ne permet pas de travailler dans la sérénité. Nous préférons le dialogue avec l'ensemble des ministères et la possibilité à l'ensemble des ministères de se mobiliser à côté de nos projets dans un cadre bien établi qui est le contrat, avec de la visibilité sur ce que nous voulons faire sur notre territoire sur plusieurs années, à la logique ponctuelle de l'appel à projet qui est un peu, excusez-moi ce raccourci, mais la logique du chacun pour soi et que le meilleur gagne. La logique du contrat et la logique de l'aménagement du territoire dans notre pays ne peut pas être la logique du chacun pour soi. Nous prenons des territoires qui travaillent ensemble, main dans la main avec l'État et dans le cadre d'un cadre contractuel bien établi. Alors, d'ores et déjà, lors du dernier comité de pilotage, c'était important
qu'aux côtés de Jacqueline Gourault, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, soit présente, parce qu'on sait très bien que ce ministère, à la fois à travers ses services, plus les agences qui sont sous son autorité, a un certain nombre de moyens à disposition pour accompagner la logique des CRTE, mais pas que. Nous signerons prochainement un accord aussi avec le ministère du Travail. Nous voulons étendre aussi cette logique avec le ministère de la Santé et avec finalement tous les ministères qui peuvent s'associer à cette démarche contractuelle. Voilà, donc je crois qu'il y a cette nécessité, une fois encore, de se mobiliser, mais pas pour faire n'importe quoi, pour bâtir une vraie logique contractuelle sur le projet de territoire et qui nous engage dans la durée. En tout cas, c'est le message que portera la DCF à nouveau demain auprès de Jacqueline Gourault. Et c'est le message aussi que dans nos délégations régionales, avec nos administrateurs, avec nos membres du CO, eh bien, nous portons aussi en direction des représentants de l'État, qui sont les préfets de département et les préfets de région, avec lesquels, je sais, très globalement, le dialogue se passe bien et permet d'avancer sur cette logique contractuelle. Voilà, merci une fois encore à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et surtout un bon travail sur vos projets. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous nos intervenants. Merci à toutes et tous. Donc, vous l'avez vu, trois prochains rendez-vous à l'échelle nationale et puis toujours nos webinaires régionaux avec la DGCF qui continue de s'organiser. Un grand merci à vous toutes et tous. Bonne fin de journée et à bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.